Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfant, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue, comment est-ce que vous vous appelez? Fred, Et vous avez quel âge, Fred? 50 ans. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement qui vous donne l'envie de vous poser et de parler un peu de vous? Tout d'abord, c'est pour le moment, je vis un ascenseur émotionnel comme je n'ai jamais vécu. C'est quoi cet ascenseur? Racontez-moi. Oh, ben écoutez, c'est très très compliqué, très long. En fait, voilà, pour la jeunesse, c'est un peu les schémas répétitifs que j'ai eus suite à mes relations amoureuses, plusieurs mariages, plusieurs divorces. Alors on y va? Combien de mariages, combien de divorces? Là, je vais être à mon troisième divorce. Voilà. Donc 3 mariages, 3 divorces. Oui. Je ne compte pas les relations entre chaque mariage. Donc voilà, en gros, je me suis toujours un petit peu voilé la face en disant, ben voilà, je fais de mon mieux, mais c'est les autres chez qui ça ne va pas. Eh ben non. Donc je me suis quand même posé des questions et surtout ma fille, ma plus grande fille, j'ai deux enfants, une fille qui est déjà dans la vingtaine et une plus petite, presque dans la dizaine, Elles ont quel âge vos filles? Dites-moi. 26 et 8, 26 et 8 ans, d'accord. Donc peut-être de 2 mariages aussi différents? évidemment. D'accord. Et donc votre fille, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ben, qu'elle en avait marre d'être ma mère. Voilà, tout simplement, et que voilà, elle avait vécu quand même pas mal de choses. Je répétais toujours ces mêmes schémas et qu'elle, voilà, on avait soupé lors d'une dernière relation et que voilà, elle préférait couper les ponts et voilà, elle voulait plus de ça. Et donc c'est quand votre fille vous quitte d'une certaine façon, en tout cas émotionnellement, que là vous vous dites, oula, il y a peut-être un sujet. Ouais, exactement. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pas peur de le dire, je me suis toujours voilé la face. Et je venais d'entamer une relation avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Et bon, ça avait un petit peu choqué ma fille, mais je pense que c'était quand même en plus le point de rupture pour elle, où elle a dit j'en ai soupé, j'en ai marre. Voilà. Ça fait des années que je subis ça, c'est bon, ce sera sans moi cette fois-ci. Donc là, j'ai commencé, bon, bah, je ne l'ai pas accepté, j'aurais accepté en fait enfin, j'ai accepté le fait que voilà, elle soit un peu choquée au niveau de la différence d'âge entre moi et Il y avait combien d'années de différence d'âge? 23 ans. Donc ma fille avait quasi le même âge, on va pas se leurrer. Donc forcément, de prime abord, ça peut paraître choquant. Ben moi, comme d'habitude, je me jetais dans une relation, les papillons dans le ventre, on s'investit à fond, on donne tout, et puis voilà. Voilà, ben, de nouveau, ça n'a pas été aussi idyllique que je le pensais, bien au contraire. Et donc là que je commençais à me poser des questions et je dis, voilà, je pense que l'âge de 50 ans, c'est quand même une, un cap fatidique que j'appréhendais déjà comme ça, mais là, j'étais en plein dedans. C'est pas mal quand Euh, même de commencer à se poser cette question, parce que effectivement, vous pouvez changer de femme encore et encore, mais et peut-être aussi les accuser d'être responsables de l'échec de votre relation, mais quand même le dénominateur commun entre toutes ces femmes, c'est et vous. moi, ben, bien sûr, mais Donc au bout de je trois l'avoue, mariages et 3 divorces, on se dit peut-être qu'il y a un sujet. Mm. il y a peut-être un sujet, clairement. Et il y avait un sujet, il y a toujours un sujet. Seulement, j'ai jamais voulu le voir. Je vais être honnête, jamais je n'ai voulu le voir. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à gratter. Euh, J'avais une relation juste avant. Ben voilà, je me suis posé des questions sur cette relation juste avant aussi. Et là, je me suis dit, là, j'ai manqué le coche. Clairement, là, j'ai manqué le coche. C'était quelqu'un qui, comme je l'ai toujours dit, cochait toutes les cases, mais vraiment, réellement toutes les cases. Qui, voilà, j'ai pas d'autre mot pour le dire, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau professionnel, la totale. Mais j'ai paniqué une fois de plus. Donc, en fait, c'est là que j'ai trouvé mes schémas. C'était le sauveur, le héros.
celui qui donne tout au début de la relation, pour ensuite, dès qu'il y a le moins de problèmes, devenir l'évitant, celui qui fuit, qui ne veut pas, qui se referme, qui devient cette fameuse tortue dont vous parliez, là, la tortue à la tornade, pour finir, qui devient le saboteur et qui envoie tout péter. Mais qui ne veut pas entendre qu'il a tort. Vous avez déjà bien analysé la situation. Alors c'est vrai que cette posture de sauveur, si on rentre dans une relation en espérant sauver l'autre, c'est là que tout va dysfonctionner. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi vous avez envie de sauver les gens autour de vous. Mais bien évidemment, il faut remonter à l'enfance, hein. Un père absent, une maman dont j'ai dû m'occuper très très jeune étant handicapé. Donc j'avais quand même de grosses responsabilités. Et quand je dis très très jeune, ça partait de 6 7 ans. Un père qui ne voulait pas, voilà, qui une fois qu'il a su que ma maman était, je vais dire, voilà, handicapée, ben ça l'intéressait plus. Il était tout le temps parti. Il avait des maîtresses à gauche, à droite. Et quand je dis tout le temps parti, c'était jour jour, week-end, vacances comprises. Voilà pourquoi donc c'est un petit peu aussi le mécanisme de l'attachement désorganisé. Comment dire, j'ai dû très tôt aller prendre ce rôle de quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui doit, je vais pas dire gérer parce que je vais dire à partir de l'âge 6 7 ans, on ne gère pas quoi que ce soit, si ce n'est voilà ce qu'on peut. Oui, mais ça a du sens ce que vous dites, hein. Ça veut dire que vous avez pris ce rôle, comme vous dites, du sauveur, euh, de l'infirmier, même avec une maman qui est handicapée. Et le petit garçon que vous étiez, il a enregistré que c'était comme ça qu'on était en relation d'amour. La première relation d'amour, c'est avec notre maman. La première femme de notre vie, c'est notre mère. Et on enregistre effectivement ce message-là. Ça se comprend très bien ce que vous partagez. Et donc voilà, et ben, de ce fait-là, j'ai commencé, et c'est vrai que dans mes relations, ben voilà, le sauveur, le héros, celui qui donne tout, qui veut plaire, qui veut se sentir aimé, parce que ça aussi, malgré le fait que je m'en occupais beaucoup, ma mère avait beaucoup de mal à montrer cela, parce qu'elle était aigrie, c'était une maladie assez, voilà, assez conséquente, et je pense que ça l'a rendue aigrie, quelque part. Je ne dis pas qu'elle ne m'aimait pas, mais elle ne le montrait pas comme moi j'aurais souhaité. Vous auriez voulu qu'elle vous le manifeste comment, son amour? C'est bête, mais quand j'y pense, c'est par rapport à, ben, à l'enfance. Qu'est-ce qu'on veut être rassuré? On veut, voilà. De quoi auriez-vous eu besoin de la part de votre mère? J'en parle en ayant 50 ans, mais des câlins, de plus, être plus rassuré. Même bon, je pense que malgré elle, être rassurée, c'est pas facile. Et elle ne venait pas facilement vers l'autre. Je pense qu'elle se refermait elle-même parce qu'elle était ben, profondément ben, triste de sa situation et que voilà. Et je peux pas lui en vouloir pour ça. Quand mon père, les rares fois il était là, ben, c'était les disputes entre eux. Donc, ça, c'est ce qui explique un peu le rôle de l'évitant qui ne cherche pas le conflit, la confrontation et qui ne veut surtout pas dans un couple voir ça, surtout quand devant, voilà, à l'époque, c'était mes filles. Ça, je veux pas qu'elles le vivent. On peut avoir des disputes dans un couple. C'est sain, je pense. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une soupape qui lâche. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est devant les enfants. Ça, j'ai horreur. Ça me remémore mon enfance. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait celui que je suis devenu. Mais voilà, malgré moi, et bah, qui a répété maintes et maintes fois ces schémas et qui en suis là aujourd'hui. Donc je fais un énorme travail sur moi-même. Et donc je vous mettais dans le message que je vous ai envoyé afin d'introduire un petit peu mon problème. Mais voilà, c'est que j'ai répété cette chose avec une personne voilà, pour laquelle j'ouvre les yeux maintenant et qui elle a beaucoup souffert. Et je m'en veux. Et je lui ai dit, entre-temps, ben voilà, elle a retrouvé quelqu'un, pas de chance pour moi. J'ai beau faire amende honorable. Elle, je pense que pour le moment, elle est plus en recherche de sécurité plutôt que la passion. Donc, quelqu'un lui a dit, voilà, Fred, c'est la passion, l'autre, c'est la sécurité. Et je pense qu'elle cherche un petit peu plus ça. Et c'est assez contradictoire quand je vous dis ascenseur émotionnel, parce que je suis revenu vers elle en disant bah, tout ce que j'avais. Bon, il y a des détails dont je ne ferai pas état ici, mais par rapport à ce que je suis en train de changer, d'évoluer dans mon évolution, bah, je pense qu'elle le comprend, qu'elle le voit, mais que, voilà, elle a encore un peu peur. Elle a peur de quoi? C'est quoi le risque d'être en relation avec vous? Mais ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en sécurité, parce que tout ce que j'ai, voilà, il faut savoir que je l'ai mise de côté. Je ne voulais pas la présenter à ma fille pour des raisons voilà, personnelles que j'ai expliquées pour la protéger de certaines personnes. Euh, Dès qu'on saurait qu'on était en couple, et puis
parce que les problèmes, j'avais du mal aussi qu'elle avait une fille du même âge, elle a toujours une fille du même âge que la mienne. Et moi, par rapport à la séparation, je culpabilisais à ma fille, à moi, d'aller vers sa fille. Ça, c'était assez difficile pour moi. Et c'est pas que je ne voulais pas, mais je n'y arrivais pas. Ça, c'était hyper compliqué. Et cette petite fille était en demande, hein. C'était compliqué pour vous d'avoir une relation proche avec sa fille à elle. Ouais, parce que j'avais l'impression de trahir quelque part la mienne. Je comprends ce que vous dites. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et au fond de vous, finalement, vous dites, vous auriez bien voulu créer une relation avec cette petite fille, mais vous n'y arrivez pas. Ouais, c'était plus fort que moi. Voilà. Et de ce fait-là, ben, c'est là que j'ai commencé à sentir des problèmes dans cette relation et que j'ai commencé à fuir. Et puis, voilà, on suis arrivé à mettre un terme à cette relation. J'ai eu deux fois ma chance. Maintenant, elle a trouvé quelqu'un, elle veut lui laisser sa chance. Voilà, j'ai essayé de faire amende honorable, j'ai fait tout ce que je pouvais. Elle a dit qu'elle avait encore des sentiments pour moi, qu'elle n'a pas les papillons dans le ventre avec lui. Enfin, je ne vais pas passer les détails, ça a été des oui, des non. Ici, je suis un peu dans un sentiment de colère parce qu'elle m'a fait venir à une journée familiale avec ma fille pour voir ce que ça allait faire avec sa fille et ma fille. Et ça a matché directement. On a passé un après-midi formidable. Mais malgré ça, 2 jours après, elle a dit qu'elle ne pouvait pas non plus ne penser qu'au bonheur de nos filles, mais elle devait se mettre en avant, ce que je enfin, pensais à elle aussi, ce que je comprends parfaitement, mais je lui ai dit que les deux n'étaient pas incompatibles. Mais voilà, je pense que, parce qu'elle m'a dit aussi, oui, cette relation, je dois la vivre pour voir si c'est pas une relation au pansement. Enfin, Donc, quand vous dites ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que vous passez parfois des bons moments avec elle, vous êtes encore en lien avec elle, et puis après, ça lâche. Ouais. enfin non, quand je dis ascenseur émotionnel, c'est elle a fait son choix pour mieux, et moi je dis ok, donc j'essaie de faire mon deuil comme je peux. Voilà, en la laissant tranquille. Et puis, au moment où je m'y attends le moins, recevoir un message par personne interposée qui dit ce serait bien que tu viennes à la journée familiale. Parce que je lui avais dit, quand elle a fait son choix, j'ai dit écoute, je viendrai pas, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de voir ce que j'ai raté avec nos filles qui vont jouer ensemble, ça c'est sûr et certain. Et ça va me rappeler ben, voilà, l'erreur que j'ai commise. Et donc, je ne voulais pas, parce que voilà, je suis pas maso non plus, hein, Donc, vous dites, je ne veux pas, et finalement, vous y allez quand même, et pourquoi vous y retournez alors? parce que via un message interposé d'une collègue, elle a fait la demande que je vienne quand même, Et pourquoi vous avez accepté d'y aller? parce que j'espérais. Ouais. Et vous espérez quoi? Dites-le moi. Ben, retourner avec elle, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, retourner avec elle. Et, mais voilà. Et donc, et ça s'est super bien passé. Des gens ont même pensé qu'on était en couple. Donc voilà, ça c'était vraiment génial. Mais bon, voilà, j'espérais. Puis on a eu encore une conversation après. On est rentré chacun chez soi. On a eu une conversation, je pense, au téléphone de plus de 4 heures où elle disait qu'elle était elle-même perdue, qu'elle savait pas, que voilà. Enfin, Mais donc, avec ce que vous me partagez, ce qui est difficile à vivre actuellement, c'est quoi exactement? mais le fait que, malgré tout, comme je vous disais, c'est voilà, je fais tout pour changer, pour être quelqu'un de meilleur, pour montrer la meilleure partie de moi-même. Et j'ai l'impression que malgré tout, ben, les gens le voient, enfin, elles le voient, mais ça suffit pas. Et pourtant, je peux vous dire, Dieu seul sait ce que je serais capable de faire pour tout racheter, pour tout récupérer. Mais alors, je me suis venu à me poser la question, à quoi ça sert tout compte fait? Parce que oui, avant, j'étais vraiment, je lui ai dit, j'étais une vraie M en 3 petits points dans la manière dont j'ai traité. Je suis le premier à le reconnaître et je ferais n'importe quoi. J'ai dit, j'aimerais inventer une machine à remonter le temps pour dire, voilà, fais pas ça. Et, je fais un énorme travail sur moi-même et ça, enfin, j'ai l'impression que ça paye pas. Alors vous allez me dire, oui, il faut le temps. Tout se met encore en place. Elle est perdue, ça prouve qu'il y a peut-être encore des sentiments, mais si elle a quelque chose d'autre à vivre, rien n'arrive par hasard. Enfin, évidemment, j'ai des versions un peu tout le monde, mais là, moi, je suis totalement, je veux dire, je suis perdu. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est qu'elle peut se sentir en insécurité parce qu'elle ne sait pas actuellement si le changement que vous êtes en train d'opérer, cette prise de conscience, cette analyse, cette introspection, cette volonté vraiment d'être meilleur dans votre relation, si c'est un changement que vous opérez pour la récupérer ou si c'est un changement que vous opérez parce que indépendamment d'elle, vous avez fondamentalement envie de changer. Et si c'est par stratégie pour la récupérer, eh bien, elle s'en méfie, elle se dit, est-ce que ça va durer? Et parce qu'on connaît bien ces changements qui sont là pendant quelques mois, il fait bien le temps de récupérer la belle, et après, ça disparaît. À mon avis, c'est de ça dont elle doit, entre autres choses, avoir peur. Certainement.
puisque j'avais déjà commencé à l'époque, même avant quelques séances, et puis je me suis dit, ben non, ça va, je vais bien, en fait, mais non, non, mais ici, alors, je vais être très honnête, à, allez, je vais essayer de trouver la bonne proportionnelle hein, entre, je parlais français, puisque voilà, 90 à 80, allez, 90%, c'est pour moi que je le fais. Mais malgré tout, vu que j'avais encore cet espoir, je garde ces 10%, oui, pour elle, clairement. Et il se passe quoi si elle, pour différentes raisons, elle décide vraiment de ne plus poursuivre une relation d'amour avec vous? Qu'est-ce que ça engendre chez vous, là, comme sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Du vide, de la tristesse, je me déteste. Donc je me note tout dans un petit carnet, à mes états d'âme. Je me déteste, je me vomis, je me hais d'avoir fait ce que je lui ai fait, surtout à elle, parce que c'est quelqu'un qui ne le mérite vraiment pas. Mais surtout le fait de m'avoir fait espérer alors que j'ai l'impression qu'elle, voilà, alors qu'elle savait très bien ce que ça allait faire, que j'allais souffrir, elle aussi quelque part, de se dire, purée, on a raté quelque chose là, en voyant, rien qu'en voyant nos filles. Et ça, pour moi, ça valait mille. De voir ça, ça valait mille. Et donc, de voir que vos erreurs du passé, elles ont encore des répercussions aujourd'hui et que on n'arrive pas à effacer l'ardoise, quoi. Exactement. C'est qu'elle s'en souvient encore et vous dites que vous avez fait des choses qui l'ont vraiment blessée. Oui, oui, mais ça, j'en suis conscient. Je lui dis, j'en suis conscient, j'arrête pas de le dire. Malheureusement, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, je peux que les assumer. Alors, oublier certainement pas, pardonner peut-être qui sait un jour, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je peux pas revenir dessus. Pourtant, je le voudrais. Je ne voudrais que ça. Mais voilà, je dois les assumer. Ça, c'est super dur. Mais j'ai pas envie non plus de tomber dans un autoflagellation constante, permanente et faire amende honorable à chaque fois qu'il y aura une discussion. Je l'ai fait. Est-ce que vous lui avez déjà posé la question, de quoi as-tu besoin pour retrouver confiance en moi? De quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité avec moi? De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé de moi? Je n'ai pas eu l'occasion, en fait. Parce qu'on évite les contacts par respect pour son nouveau copain, compagnon. Enfin, vous me dites ça, mais vous avez passé 4 heures au téléphone avec elle l'autre jour. Oui, J'ai entendu ça aussi, les 4 heures. non, ça c'est Hmm. vrai, vous avez raison. Mais évidemment, mais non, en effet, j'ai pas posé cette question. De quoi elle aurait besoin? Pourtant, je le sais, c'est de se sentir en sécurité. Oui, mais concrètement, de quoi est-ce qu'elle a besoin? C'est-à-dire que, voilà, on peut à différents moments donnés dans la relation s'être fait du mal. Voilà, c'est des choses qui arrivent parce qu'on est fondamentalement imparfait. Là, j'entends qu'il y a une volonté chez vous de changement, de reconstruction. Mais ce qui va être très important, c'est de demander à l'autre quel est l'acte concret qui va permettre de réparer le mal qui a été fait. C'est-à-dire que vous imaginez hein, une erreur qui a été commise, même quand ça passe devant le juge, et ben après on a une amende, on a une punition, et pour après expier notre faute. Là, ce que je trouve très compliqué dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous reconnaissez votre faute, mais vous n'avez pas l'occasion de réparer votre faute. Et donc, c'est assez déstabilisant, ça. Oui, c'est déstabilisant. Alors, je n'ai pas l'occasion de réparer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui entre dans le jeu et je pense qu'elle veut, voilà, voir. Elle dit, il n'est pas arrivé par hasard, donc je pense qu'elle veut lui laisser sa chance. Voilà, ça c'est déjà une chose. Mais je sais déjà, si je devais lui poser la question, je pense que malgré le fait que je disais il faut communiquer, ce que je ne faisais pas, donc c'était le fait ce que je dis, pas ce que je fais, c'est communiquer, communiquer, la comprendre, la rassurer, lui montrer que ne pas, en fait, ne pas agir comme j'ai pu le faire à un moment donné de notre relation. Ça, je sais où sont mes erreurs. Et en premier, la communication lui dire ce qui ne va pas, ce que je ressens, ce qui ne va pas, plutôt que de m'enfermer sur moi-même et d'éviter. Vous allez me dire, c'est simple, mais en fait, enfin, non, c'est pas Non, non, simple. c'est pas simple, je comprends très bien ce que vous dites. Mais pour revenir sur l'histoire de la faute, vraiment, c'est quand on a un sentiment de culpabilité, la première étape, c'est de reconnaître sa faute. La deuxième étape, c'est de demander pardon. Et la troisième étape, c'est de poser un acte de réparation. Et après, du coup, on est soulagé, on peut aller de l'avant. Là, vous êtes dans la première étape, c'est que je reconnais ma faute. Vous avez déjà demandé explicitement pardon? Dire désolé, j'ai dû le dire, oui, voilà, mais C'est pas encore un vrai. C'est pas encore le c'est vrai pas encore pardon. le pardon. Non. Mais je pense qu'elle n'est pas prête. Je pense qu'elle n'est pas prête parce elle m'a dit, elle me l'a exprimé, elle est encore très fâchée contre moi. Mais donc, vous voyez, c'est dans ces étapes, c'est qu'après cette étape de et je pose un acte de réparation. Et en fait, ces trois moments vont vous permettre de sortir de cet état et de ne pas rester dans cette autoflagellation, dans cette culpabilité ou de ne pas s'accabler pour ses fautes. Mais là, aujourd'hui, vous me dites que la communication n'est plus possible avec elle
à ce niveau-là, quoi. Ben non, parce que voilà, il y a quelqu'un d'autre et qu'elle veut respecter ça. Elle ne veut pas parce que je sais que ça lui fait du mal. Elle me l'a dit. Voilà, je vais t'en donner la chance à l'autre, mais je tiens encore à toi. Avec lui, j'ai pas les papillons dans le ventre comme j'ai eu avec toi. Euh, voilà, elle a encore dit d'autres paroles. Oui, c'est peut-être une relation pansement avec lui. Ok, d'accord, mais on va avancer ensemble, on va ajuster ce qu'il faut, comme dans tout couple. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit, t'es amoureuse? Elle m'a dit, oui, je pense être amoureuse. Mais le je pense être amoureuse, pour moi, c'est un truc qui me tue. On l'est ou on l'est pas, on ne pense pas l'être. Après, il y a autre chose, Fred, c'est que le sentiment amoureux nous permet de démarrer une relation, les papillons dans le ventre nous permettent d'aller vers l'autre et de vibrer dans un premier temps, vivre cette fameuse période romantique, mais une relation, quand elle dure, eh bien, à un moment, les papillons dans le ventre disparaissent, et donc ça laisse place à autre chose, un autre type d'amour. Mais aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut aimer quelqu'un, et peut-être qu'il est très sincère quand elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle a vraiment des sentiments pour vous, et pourtant refuser d'être en relation amoureuse avec cette personne, en relation intime, en couple, parce qu'on peut ne pas aimer sa façon dont il est en relation avec nous. C'est-à-dire que je t'aime, mais je n'aime pas ta façon d'être en relation avec moi, et donc je préfère me séparer de toi. Donc on se sépare parfois de personnes qu'on aime profondément. Donc le problème avec elle n'est certainement pas, quand je vous entends, un problème d'amour, mais c'est dans votre façon d'être en relation. Ah oui, mais clairement, j'en suis conscient. Mais ça, alors, est-ce que je peux aller jusqu'à dire ça, c'est l'ancien moi? Seul l'avenir le dira. Ça fait combien de temps que vous avez amorcé ce changement, ce mouvement dans votre vie? Que je recommence à consulter, on va faire on va dire 2 mois. Oui, d'accord. Depuis 2 mois, vous commencez à vous remettre un peu en question et à travailler sur vous. C'est ça? Ouais, mais un peu plus longtemps, hein, je vais dire à partir du moment où ma fille a coupé les ponts, ça c'est déjà une chose, C'était quand ça? au mois de mai. Il y a à peu près 6 mois, quoi. Ouais, voilà. Et puis certains événements sont apparus dans ma vie et là c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins, à essayer de trouver une voie pour trouver des solutions me concernant, mais déjà j'ai mis le point rien qu'en lisant et en regardant les descriptions par rapport aux différents, je vais dire, phénomènes et aux problèmes liés à l'attachement. Mais là, j'ai tout de suite mis le doigt dessus sur ce que je vivais et à la limite, je me suis dit, ben merde alors, mais c'est moi ça. Euh, c'est pas, on n'est pas, je vais dire, à 100% tel ou tel avec tel problème d'attachement, mais il y a un petit peu un mix de tout. Quand vous dites merde alors, c'est qu'il y a une forme de regret de découvrir tout ça si tard? Moi, je vais pas le cacher, oui. Là, je suis dans la période où, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Donc, autant aller franco et dire oui, j'ai merdé. Désolé, hein, pour Oui. le. Oh non, non, on parle cash. J'aime bien Voilà, ça. on Mm. parle cash. Ouais, ouais, mais ça aussi, j'avais tendance à toujours tourner autour du pot. Maintenant, je me suis dit, advienne que pourra. Voilà, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, mais je veux dire, il y a certaines choses, maintenant, il faut en parler. Il faut pas tourner autour du pot, se leurrer ou quoi. Non. Ce qui se passe, Fred, c'est que vous prenez conscience de beaucoup de choses dans votre vie et c'est un très beau chemin que vous êtes en train d'entamer. Euh, En réalité, 6 mois, 2 mois là, de façon plus intense, c'est génial déjà, bravo, mais c'est très peu aussi à l'échelle d'une vie. Et donc peut-être que c'est là qu'il y a un décalage, c'est que quand on commence à se mettre en mouvement, quand on commence à essayer d'aller consulter, d'aller comprendre notre façon de fonctionner en amour, on est assez enthousiaste au début parce qu'on comprend pas mal de choses et on voudrait que les gens autour de nous le comprennent et l'entendent. Et il peut y avoir une forme de décalage entre nos prises de conscience et la réalité autour de nous. Les gens ont du mal à intégrer qu'on puisse changer. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de traverser. C'est-à-dire qu'on sent chez vous, vous dites, OK, c'est bon, j'ai compris, je veux changer. Les choses sont claires dans votre esprit. Mais elle se dit, ouh là là, on va voir. Les changements, c'est sur du temps long qu'on peut Mais vraiment ça, les je comprends confirmer. parfaitement. Elle me l'a dit, hein, oui, Elle vous on l'a peut dit pas ça. changer en si peu de temps. Oui, mais voilà, mais je pense qu'elle voit qu'il y a, parce qu'elle me pose des questions et comment ça s'est passé, voilà. Donc, j'en ai discuté avec ma fille, elle m'a dit oui, on voit que vous avez déjà fait un beau chemin en vous rendant compte de tout ça. Voilà. Mais le travail, mais ça, je le sais, je l'ai dit aussi. La route n'est certainement pas terminée ou le bout du tunnel, voilà, on voit la lumière, mais la lumière, elle est encore lointaine et je ne compte vraiment pas abandonner. Dans ces situations, vous m'avez dit, il y a 90%, vous le faites pour vous, il y a les 10% que vous le faites aussi motivé par l'amour que vous avez pour cette femme. C'est beau hein, que cet amour
vous donne la force et le courage d'entamer ce travail. Mais vraiment, ce qui va vous aider, effectivement, à un moment, c'est de dire non, je le fais vraiment pour moi, rien que pour moi. Et donc, il y a un détachement affectif qui va consolider tout le changement que vous êtes en train d'opérer. Elle est à vos côtés, magnifique. Elle n'est pas à vos côtés, eh bien, magnifique aussi. Parce que vous allez être capable de pouvoir aussi créer une belle relation avec quelqu'un d'autre. Il y a une forme de détachement qui va permettre de vivre cette, cette période de votre vie de façon plus sereine et plus constructive. Je pense que c'est ça, là, c'est les derniers 10% là, à lâcher. Et là, elle est dure, hein, parce qu'elle vous, ouais, elle vous invite à lâcher. C'est dur. Non, c'est dur. La vie, c'est dur. Non, mais je peux vous assurer que c'est l'ascenseur émotionnel. Un coup, oui, on vient me rechercher, puis pour me dire non, c'est surtout ça. Et voilà, je vais pas commencer à me plaindre parce que la situation, quelque part, à la jeunesse, c'est moi qui l'ai voulu. Je vais pas me leurrer. Bon, parce que j'ai des fonctionnements, des schémas répétitifs ils sont mis en place. Voilà, et pour moi, c'était tellement comme ça que je me dis, j'agis de manière normale. Mais bon, là, il faut que je fasse attention. J'ai quand même perdu 14 kilos. Je dors plus. Ou alors, le peu que je dors, je cauchemar. Je pense qu'à ça, je cogite. Avant, il me fallait, je pense, moins d'une minute pour m'endormir. Ça, c'est plus possible. Donc voilà, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je. Mais pour le moment, là, je suis en plein, je vais dire, dans le pic, mais le pic vers les abysses. Et en même temps, vers les abysses, c'est comme quand on coule là, dans la piscine, là, ça va permettre après de bien remonter, là, de pousser un bon coup sur vos jambes. Ah oui, mais je pensais déjà être remonté pour certaines choses. Mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ce sont des fameuses épreuves, mais de bien comprendre que ça prend du temps. Et je sais que cette notion là, elle n'est pas facile à intégrer, surtout quand on a un peu l'urgence dans son cœur de retrouver l'être aimé. Et on verra bien ce qui se passera avec elle. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, vous êtes invité à même lâcher cette relation en disant, ben, elle n'est pas là, eh bien, tant pis, ça vaut quand même la peine d'aller me recabler, d'aller réencoder des bonnes informations, d'aller faire ce travail sur moi. Et il y a une personne quand même importante dans votre vie qui a quand même déclenché toute cette prise de conscience, c'est votre fille de 26 ans. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec elle? Alors, on se revoit semaine prochaine. Pour la première fois depuis 6 mois, à peu près? Ouais. Ok. Et comment vous appréhendez ces retrouvailles? Ouais, comme dirait l'autre, j'ai le trouillomètre à zéro. Parce que, bon, dans les messages, elle m'a dit, écoute, je ne pense pas que ça changera mon opinion, mais on peut en discuter. Voilà. Donc, il y a quand même une porte ouverte parce qu'au départ, je lui avais proposé, elle m'a dit qu'elle n'en ressentait pas le besoin. Entre-temps, j'ai appris qu'elle allait se marier par mon beau-fils qui n'a pas rompu tout à fait le contact, voilà, avec qui je m'entends encore bien. Enfin, voilà. On ne se voit pas, mais voilà, j'ai dit que moi, 24/7, il pouvait compter sur moi, quoi qu'il arrive, tous les deux, je suis là. Voilà. Ça, j'ai pas arrêté de le dire à ma fille, qui, pour finir, ben voilà, a dit, OK, on peut se voir. Donc, on se voit la semaine prochaine, donc, seul à seul, et voilà. Donc, je n'ai encore aucune idée de comment je vais pouvoir aborder les choses. Je pense que je vais le faire comme avec vous, sincèrement, Oui. avec humilité. Je ne vais pas parler de la relation, mais je vais surtout parler de pourquoi j'ai agi comme ça et que j'ai trouvé pourquoi et que là, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même de manière à ne plus et surtout ne pas plus faire vivre ça. Je pense qu'elle avait peur pour sa petite sœur aussi. Peut-être que ça va être important ou ça va se mettre dans la conversation de lui expliquer toutes vos prises de conscience. Mais une suggestion, vous la prenez ou pas, c'est de commencer dans vos retrouvailles, de lui demander comment est-ce qu'elle va, de s'intéresser à elle avant de parler de vous, de lui poser cette fameuse question, de quoi as-tu besoin de ma part que je ne t'ai pas donné pendant toutes ces années? Qu'est-ce que tu attends de moi, ma chérie? C'est vraiment de se mettre dans une posture de je suis là pour toi et j'ai envie de te montrer que je t'aime, mais dis-moi de quoi tu as besoin. Et qu'elle puisse vous dire ce qui l'a fait souffrir à vos côtés et ce dont elle a besoin aujourd'hui. Et de se mettre dans une posture plus d'écoute attentive et de compréhension de ce qu'elle a à vous partager. Et après, dans un second temps, vous pouvez lui poser la question. Est-ce que tu serais d'accord que je te partage un peu mes prises de conscience actuelles? Est-ce que tu as envie que, je, voilà, que je te confie un peu ces choses-là que je comprends de moi? Et vous attendez qu'elle vous dise oui avant de raconter. Parce que peut-être qu'elle sera tout à fait d'accord, elle aura envie, peut-être qu'elle n'est pas encore d'accord pour ça, qu'elle n'a pas envie de vous écouter. Parce que le risque dans ces retrouvailles, après toute la compréhension que vous avez, c'est de la voir et puis dire, ma chérie, j'ai compris plein de choses. Et parlez, vous.
parler de vous et de pas l'écouter elle, alors que certainement qu'elle a aussi besoin de trouver un peu sa place par rapport à vous. Et alors, elle pourrait sortir avec une impression que mon père se justifie, quoi. Ce qui n'est pas le cas, j'entends bien quand vous en parlez, mais il faut faire attention dans cette communication. De commencer en disant, voilà, je me mets à ton écoute. Comment tu vas, ma chérie? Comment ça se passe pour toi, la vie? Et puis, après tout ce qui s'est passé, voilà, je me rends compte que je n'ai pas toujours été un bon père à tes côtés. À certains moments donnés, j'ai pas été assez aimant pour toi. De quoi as-tu besoin de ma part? Et comment est-ce que je peux me mettre à ton service? Comment est-ce que je peux te montrer que je t'aime? Et commencez par lui poser la question. Peut-être qu'elle va dire, je sais pas, elle va peut-être pas vous répondre, mais laissez-la avec cette question pour lui dire que c'est ça que vous voulez créer avec elle. Ce que vous ressentez quand je vous suggère ça, Mais je le sais déjà, en fait, puisqu'on en avait déjà discuté. vous savez quoi? Mais ce qu'elle attend de moi, c'est, voilà, on avait cinq marques ou cinq preuves de l'amour. Donc, comment on les montre, voilà, ça j'avais déjà fait avec elle et je savais très bien, c'était les coups de téléphone, prendre de ses nouvelles, pas seulement quand j'ai besoin d'elle, euh, les marques d'affection, un voyage ensemble, mais rien que nous deux. Et enfin voilà, tout ça, mais bon, voilà, c'est vrai que mes erreurs, la concernant, je le sais et je sais ce que je dois remédier. Mais voilà, j'ai fait une fois de trop ce qu'elle ne voulait plus que je fasse, malgré le fait qu'on en avait déjà discuté, parce que de nouveau, j'étais reparti dans une idée complètement, euh, ouais, complètement ouf, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas de terme pour la qualifier. Et elle avait raison. Je peux pas le dire autrement, elle avait raison. Et est-ce que vous lui avez déjà demandé pardon à votre fille? J'ai pas encore eu l'occasion, non. Ouais. Et est-ce que ce serait peut-être aussi l'occasion lors de ces prochaines retrouvailles? Oui, l'idée, c'est je mets un genou à terre, je fais preuve d'humilité et je te demande pardon de ne pas t'avoir aimé comme tu méritais d'être aimé. Je te demande pardon de ne pas t'avoir donné l'attention que tu méritais d'avoir pour que votre fille puisse enregistrer ce message qu'elle mérite d'être bien aimée et que c'est pas parce que euh, voilà, il s'est passé les choses qui se sont passées dans votre histoire que elle ne mérite pas d'avoir une vie faite de, voilà, de ces élans d'amour, quoi. Vous voyez, c'est comment je viens réparer. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a des occasions dans notre vie pour aller réparer les choses qui sont abîmées. Et peut-être commencer par mettre ce genou à terre vis-à-vis d'elle. Surtout si vous me dites qu'elle va se marier, donc elle doit être dans une période aussi de grand chamboulement personnel. Et peut-être lui demander à l'aube de ton mariage, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est parce que vous m'avez dit en introduction que elle vous reprochait de devoir jouer un peu votre mère, c'est ça? C'est qu'elle elle s'est beaucoup occupée de vous, d'après elle. Pas occupé, mais de dire fais pas cette bêtise, tu fais encore, enfin, voilà, plus, S'occuper moralement de vous. voilà, exactement. Ouais, donc c'est elle qui a joué le rôle du parent. Et là, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez lui accorder ça? Mais donc, vraiment, quand on discute avec quelqu'un dans la communication, moi, je trouve que c'est une chose qui est vraiment qui change tout, que vous pouvez mettre en place de façon très facile, c'est demander à l'autre s'il est d'accord pour qu'on parle de tel sujet. Donc, est-ce que tu serais d'accord que je te parle de ce que je découvre de moi? Et vous attendez qu'elle dise oui, avant de dire, voilà, je vais t'expliquer tout ce qui se passe. Et parce que comme ça, quand elle vous aura dit un vrai oui, elle sera vraiment à l'écoute de ce que vous allez partager. Et peut-être qu'elle ne l'est pas encore pour l'instant, on ne sait pas dans quel état on va la retrouver là. Non, non, de fait, ça c'est, Et la petite de 8 ans, comment est-ce qu'elle va? ah, comme un charme, tout va D'accord, bien. ok. Ouais, non, ça va, je vais dire, je m'en occupe. Heureusement, ça m'a bouffé d'oxygène pour le moment. Quand je l'ai une semaine sur deux. Voilà, voilà. Mais elle sent que pour le moment, elle est fort câlin avec son papa. Je pense qu'elle sent quelque part. Pourtant, j'évite de le montrer, hein. C'est dur, mais j'évite de le montrer. Je veux pas qu'elle me voie un genou à terre. J'essaie d'éviter aussi en public d'avoir un genou à terre. Je dois faire bonne figure, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. J'avoue. Dans cette période, c'est une période, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais d'humilité. C'est là le chemin pour avoir un amour véritable. L'humilité, c'est voilà, je pose un genou à terre, je reconnais ma part de responsabilité, je demande pardon pour les fautes qui ont été commises et j'essaie de poser des actes de réparation, des actes concrets de réparation. Et ces actes concrets, il n'y a que la personne qui a été offensée qui peut vous le dire. Ben, c'est ça dont j'ai besoin, voilà. Donc, se poser la question, tout simplement à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux réparer? Alors, dire, on pourra jamais vraiment réparer. Bon, parfois, on peut en sortir des grandes phrases comme ça, mais peut-être un petit geste, un petit acte qui va commencer à permettre que la connexion voilà, se rétablisse entre vous. Et
une suggestion toujours, hein, vous la prenez ou pas, mais c'est de commencer par votre fille aînée. Et puis de voir après ce qui va se passer avec la femme que vous aimez, tout en sachant que, voilà, elle, on verra bien si elle peut. Là, je coupe, c'est difficile parce qu'on travaille dans la même boîte, comme je l'ai dit, mais bon, c'est ce que j'ai dit. Là, je suis encore dans, je vais être très honnête, hein, comme depuis le début. Je, là, je suis dans une phase de colère parce que pour cette histoire de m'être fait venir avec ma fille et voilà, m'avoir fait quelque part espérer, tout en sachant bien que j'allais en souffrir. Et je pense qu'elle savait déjà ce qu'il en était. Pas besoin de nous faire venir pour savoir qu'elle souffrirait aussi, que ça se passerait bien et que voilà, voir ce qu'on avait raté. Oui. Voilà. Donc là, vous lui en Pour ça, voulez. j'en veux. Ouais. Euh, Maintenant, ce que j'ai décidé, et c'est dur aussi, c'est de, ben voilà, c'est pas couper les ponts parce que professionnellement, on va devoir encore travailler, mais ça va rester strictement professionnel. Garder la tête haute, enfin, jouer enfin, l'indifférence, simplement dire voilà, rester poli, dire voilà, ok, tu vas bien, je vais bien, ben merci, moi aussi, ben c'est super, ok, sans plus. Et voilà, ça se limitera là parce que voilà, elle veut vivre quelque chose, je vais respecter ce choix, même si ça me fait mal. Peut-être que c'est comme ça que vous pouvez aussi réparer, j'ai envie de dire, ce qui a été blessé chez elle, c'est de respecter la relation d'amour qu'elle est en train de tisser aujourd'hui. Et voilà, de prendre cette distance avec respect hein, aussi, parce qu'on n'est pas obligé de, voilà, de se détester. Mais peut-être que c'est là la porte aussi, effectivement, de sortie de cette situation. Et si nos chemins doivent se recroiser, peut-être, peut-être, on verra bien. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez vivre aujourd'hui, c'est de lâcher, quoi. De dire, je le fais vraiment pour moi. J'ai quelque chose à réparer en moi-même et pas pour l'autre. Et une fois qu'on fait ça, du coup, on est dans un mouvement d'abandon, de lâcher prise et les choses peuvent vraiment s'établir et se consolider. Si on le fait par rapport à l'autre, ça reste fragile parce que le jour où l'autre ben, nous arrête la relation, ben, tout peut s'effondrer, quoi. On dit tout ça pour ça et on peut être en un coup très découragé. Donc, c'est plutôt une chance qui vous arrive dans votre dans votre malheur là, qu'aujourd'hui elle soit engagée avec quelqu'un, c'est une chance parce que ça va vous permettre de faire ce travail en profondeur. On va devoir s'arrêter, mais comment vous vous sentez là tout de suite après ce petit échange qu'on a eu ensemble? Alors, moi, j'avais simplement vite une petite question. Selon vous, 50 ans, c'est trop tard pour se rendre compte de tout ça ou pas? Qu'est-ce qui vous fait douter? Ben, en fait, c'est ce cap des 50. Je pense que je l'ai mal vécu aussi. Pourtant, je suis en pleine forme. Mais non, voilà, les 30, ça l'a été. Les 40, je les ai bien vécus. Mais les 50, ça m'a fait, voilà, j'appréhendais parce que je me dis, c'est symbolique, mais j'ai passé là, j'ai passé plus de la moitié de ma vie. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Et j'ai toujours peur de me dire, ben voilà, tu as fait après de multiples tentatives, de multiples relations, ben voilà, tu t'en rends seulement compte maintenant. Alors, moi, ce que je peux vous dire, il y a deux choses. La première, c'est que, évidemment, 50 ans, c'est un âge charnière et que je pense que on a un carrefour et c'est à vous de décider le chemin que vous allez prendre. Il y a des gens qui vont s'entêter dans leurs erreurs et il y a des gens qui vont décider de changer de vie, changer leur façon de vivre. Et donc, c'est votre liberté. Et c'est vraiment magnifique que ça vous arrive aujourd'hui parce que vous avez l'occasion de conduire une vie différente pour ces prochaines années. Donc ça, de prendre un autre chemin, vous avez raison de le faire et c'est tout à fait possible à 50 ans. Par contre, ce qui est important, et je suis obligée de vous le dire, c'est que quand ça fait 50 ans qu'on fonctionne d'une certaine façon, le changement, il s'opère pas en un claquement de doigts. Donc, il va prendre plus de temps, c'est juste ça. C'est-à-dire que quand je vous aurais rencontré là, on aurait eu cette discussion, vous aurez 20 ans, on aurait pu vite mettre un autre mouvement dans votre vie et vous auriez pu prendre des bonnes habitudes. Quand ça fait 50 ans qu'on fonctionne d'une certaine façon, le changement de comportement est plus compliqué. Moi, je pense, sinon je ne ferais pas ce métier, que c'est possible de changer et d'évoluer. Il y a des gens qui disent on ne change pas, on reste toujours comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Donc, je crois que l'être humain est fondamentalement libre et jusqu'à son dernier souffle, il a l'occasion de changer sa façon d'être en relation avec les gens. Mais c'est vrai que ça peut prendre plus de temps et on a ces blessures. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera complètement à les réparer, à colmater les fissures là qui viennent de notre enfance, mais de vivre avec et de mieux vivre avec ces fragilités et ces blessures. Donc non, c'est le bon âge pour prendre conscience de tout ça et de changer. Et je pense que ce qui est fondamental à 50 ans, c'est cette décision de comment j'envisage les prochaines années, qu'est-ce que je me souhaite comme vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette observation, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui vieillissent bien et il y a des gens qui vieillissent mal. Il y a des gens qui vieillissent bien parce qu'en vieillissant, ils se bonifient, ils deviennent de plus en plus aimants, leur cœur s'ouvre
Et on a des relations qui sont de plus en plus belles et des échanges qui sont de plus en plus profonds avec ces gens-là. Et il y a des gens, c'est le contraire. En vieillissant, ils se renferment, ils deviennent aigris, ils deviennent méchants. J'ai l'impression vraiment que il y a deux chemins différents. Je ne sais pas si vous avez fait cette observation. Je ne sais pas, on voit chez les vieux, hein, il y a des grands-parents comme ça qui deviennent meilleurs avec les années qui passent et d'autres qui deviennent de pire en pire. Alors là, ça fait écho, chacun peut penser à nos propres parents. Est-ce qu'ils se bonifient avec l'âge ou est-ce qu'au contraire, ils deviennent aigris et mauvais dans leur comportement, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez le choix et c'est maintenant que la décision se prend. Je pense que c'est à 70 ans ou à 80 ans, c'est plus compliqué, quoi. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc, c'est super ce qui vous arrive, Fred. C'est que des bonnes nouvelles que vous me racontez. Mais oui, enfin oui, si on veut, à part l'ascenseur émotionnel. Et vous avez des belles années devant vous encore, hein. À 50 ans, on peut encore vivre des très, très belles et grandes histoires d'amour, hein. Donc, ça vaut la peine tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous avez vos filles avec qui vous allez vivre encore une grande histoire d'amour. Donc, non, tout vaut la peine là. On est bien d'accord. Mais en tout cas, un tout grand merci à vous. Merci à vous pour votre confiance. Merci pour ce témoignage. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.